silence assourdissant de l'actualité au sujet de la Colombie dans nos médias et un peu dans les médias en général. Il y en a très peu qui ont repris un peu de l'information sur ce qui se passe là-bas. Il y a cet article de mondialisation.k, c'est un site canadien, qui a sorti cet article le 2 juin. Donc je vais vous le lire parce que il est très intéressant et donc c'est vraiment important qu'on soit informé sur ce qui se passe là-bas, étant donné que c'est une révolte des peuples contre leur gouvernement et que c'est un peu ce qui se passe partout dans le monde actuellement. C'est hyper important qu'on soit au courant en fait. Donc voilà les exactions, notamment sur les exactions que pratique l'État contre son peuple. La disparition forcée est une pratique du terrorisme d'État. La police colombienne a fait disparaître des centaines de personnes en un mois. L'artiste colombien Cisanero a réalisé ce dessin suite à l'apparition dans un sac de la tête coupée d'un jeune homme que la police colombienne avait fait disparaître il y a quelques jours. Plusieurs corps de manifestants qui ont été arrêtés et que la police colombienne a fait disparaître ont commencé à apparaître, flottant sur les rivières de Colombie et dans des fosses clandestines. La Colombie subit une brutale répression d'État. Le peuple colombien est en grève générale depuis plus d'un mois au niveau national pour protester contre l'exploitation et le pillage capitaliste. Une grève que la classe bourgeoise et le capitalisme transnational prétendent stopper par la répression exercée par l'État colombien. La police procède à des milliers d'arrestations pour tenter d'étouffer la contestation sociale. Les forces répressives capturent les manifestants et vont même dans les maisons pour kidnapper les jeunes ou pour les poursuivre en justice sous les montages judiciaires réitérés que l'État colombien utilise pour réprimer la contestation ou pour les faire disparaître. Les organismes de défense des droits de l'homme déclarent qu'il est très important que les personnes arrêtées tentent de crier leur nom et prénom et que le voisinage s'efforce de filmer les faits pour tenter d'éviter que les personnes kidnappées par la police ne soient victimes du crime d'État de disparition forcée. Et justement, ils sont très courageux parce qu'il y a énormément de témoignages vidéo sur les réseaux sociaux de citoyens colombiens. Les personnes que la police a fait disparaître depuis plus d'un mois de grève générale sont signalées par centaines. Le bureau du défenseur a signalé 548 personnes disparues au niveau national au 7 mai. Et donc ça avait commencé le 28 mai, les grèves. Donc le 7 mai, c'était juste un petit peu plus d'une semaine après, quoi. Il y avait déjà 548 personnes. L'unité de recherche a signalé 379 personnes disparues pour la période allant du 28 avril au 7 mai. Rien qu'à Cali, les organismes de défense des droits de l'homme signalent 206 personnes disparues entre le 28 avril et le 20 mai. Parmi les centaines de personnes kidnappées par la police, la plupart restent disparues et quelques corps sans vie ont été retrouvés. Les corps de 2 jeunes garçons enlevés par la police le 28 avril sont apparus au début du mois de mai, flottant sur la rivière Coca. En mai est également apparu le corps sans vie d'un leader paysan et le corps de l'institutrice et syndicaliste Béatrice Moreno Mosquera, avec des signes de torture. D'autres corps de manifestants torturés sont également apparus, flottant sur les rivières, certains dans des fosses et d'autres démembrés dans des sacs, comme le montrent les vidéos et les photographies que la population enregistre horrifiée. La disparition forcée est une pratique du terrorisme d'État que les forces répressives de l'État colombien emploient intensivement contre la population depuis des décennies et qu'elles emploient avec un acharnement particulier pendant cette grève générale. Cette pratique sème la terreur et dévaste les familles et les communautés.
Le peuple colombien exige que l'État colombien rende les centaines de personnes disparues, ceux qu'il détient encore vivants dans les commissariats, bataillons militaires, entrepôts ou maisons clandestines de la police, et qu'il les rende et que cesse la barbarie policière de la disparition forcée. Les personnes que la police a enterrées dans des fosses communes et jetées dans les rivières continueront d'être recherchées et réclamées inlassablement par leurs familles, leurs communautés et par tout un pays qui ne va pas permettre la disparition des disparus. Ils nous les ont arrachés parce que c'était des personnes dignes qui se sont battues pour toutes et tous. Nous ne permettrons pas que leur nom soit oublié, et encore moins que leur lutte s'éteigne. Le terrorisme d'État ne réussira pas à faire taire la lutte sociale d'un peuple lassé de l'exploitation, de la précarité et du pillage capitaliste. La Colombie pleure, la Colombie souffre, mais ne se rend pas. Les forces répressives de l'État colombien, déchaînées pour étouffer la contestation sociale par le sang et l'extermination, interviennent même sans porter d'insigne, tirant sur la population avec des 9 mm et des fusils de guerre, lançant des lacrymogènes périmés, ce qui les transforme en poison mortel. Même directement contre les petites maisons de quartiers ouvriers, blessant et assassinant. La police continue chaque jour et chaque nuit à kidnapper des garçons pour les faire disparaître. Elle est allée jusqu'à transformer un centre commercial à Calypso en centre policier de torture. L'entrepôt Exito, propriété du groupe capitaliste français Casino et de la bourgeoisie colombienne. Donc ils vont pas en parler ici. Le terrorisme d'État en Colombie assassine la population pour avoir protesté contre la violence structurelle qui jette des millions de personnes dans l'appauvrissement le plus cruel pour qu'une poignée de multinationales et d'exploiteurs locaux accroissent leur fortune. L'or que la bourgeoisie internationale et colombienne mange dans ses assiettes exquises porte incrustée la douleur et le sang de tout un peuple. Malgré la répression brutale déclenchée par l'État colombien à travers ses instruments policiers, militaires, parapoliciers et paramilitaires, à plus d'un mois de grève générale au niveau national en Colombie, les mobilisations se poursuivent massivement. La classe ouvrière qui en a assez de l'exploitation refuse le paquet de privatisation du gouvernement de Duque et qui prétend accroître la privatisation des retraites, de l'éducation, de la santé, refuse également une réforme du travail qui va entraîner une nouvelle réduction des droits du travail, refuse une réforme fiscale qui vise à augmenter les impôts sur la classe ouvrière tout en accordant des exonérations d'impôts aux multinationales et à la bourgeoisie. C'est ce qui se passe ici aussi. Le peuple exige que cesse la précarisation de ses conditions de vie, que cesse la persécution politique de la part de l'État, que cessent les pulvérisations au glyphosate, le fracking, les concessions aux multinationales minières qui dévastent montagnes et rivières, etc. Les raisons de la mobilisation sont très profondes et percutantes. C'est ce qui explique la durée de la grève générale et la résistance populaire malgré la répression colossale. Le régime colombien veut faire taire le peuple en l'assassinant et en le faisant disparaître, en le calomniant et en lançant des mensonges en rafale à travers les grands médias de désinformation massive. Il compte sur le silence complice et le travail manipulateur des médias appartenant à la bourgeoisie locale et transnationale. Même les réseaux sociaux rendent difficiles les publications et censurent les vidéos qui témoignent de la répression génocidaire et des raisons profondes de la grève. Et, en plus, l'État colombien bloque la liaison Internet régulièrement. Les organisations internationales ne se sont prononcées que de manière très limitée sur la répression meurtrière de l'État colombien, parce que c'est un État ami de l'impérialisme états-unien et européen qui possibilite le plus grand pillage des ressources de la Colombie, précisément par le biais de l'extermination. Ils prétendent étouffer le cri d'un peuple, mais ils n'y parviennent pas. Le régime génocidaire au service du plus grand pillage capitaliste de la Colombie ne peut rien contre le peuple uni. Il ne parvient pas à étouffer la grève, ni par le terrorisme d'État, ni par le matraquage de mensonges.
Le peuple colombien vient d'accomplir un mois de grève générale nationale avec beaucoup de solidarité entre la classe ouvrière, avec beaucoup d'organisation et de courage. L'organisation et solidarité de la classe ouvrière s'expriment dans les barrages de route comme la Panaméricaine, les blocages de grands ports comme le port de Buenaventura, les blocages des voies d'extraction par lesquelles les multinationales acheminent les immenses richesses de la Colombie vers leurs cargos de pillage, comme dans la plus grande mine de charbon à ciel ouvert du monde, El Cerrejón. La grève de camionneurs, les manifestations de masse, les créations et ateliers artistiques, les ateliers productifs populaires, les marchés paysans solidaires, les rencontres, les assemblées, la minga indigène, afro et paysanne, les marmites communautaires et les mamas capuchas, les mamans cagoules, les combats de rue pour défendre le droit de manifester contre les assauts de police, les brigades médicales, les brigades pédagogiques, la première, deuxième et troisième ligne, etc. La grève continue parce que la classe ouvrière exige des conditions de vie décentes. Les chiffres de la répression brutale déclenchée par l'État colombien contre le peuple en grève générale. Plus de 70 manifestants ont été assassinés par la police, les SMAD, les militaires et les paramilitaires en coordination avec la police en un mois. 52 manifestants assassinés par la police entre le 28 avril et le 20 mai, selon l'organisation Defender la Libertad, et plusieurs personnes assassinées par des agents infiltrés de la police opérant sans uniforme ou des policiers en uniforme opérant en collaboration avec des paramilitaires. Des centaines de personnes ont été victimes de disparitions forcées, un crime d'État contre l'humanité. Les personnes que la police a fait disparaître en un mois de grève générale sont signalées par centaines. Le bureau des défenseurs a signalé 548 personnes disparues au niveau national jusqu'au 7 mai. L'unité de recherche, après avoir reçu les plaintes et compilations de 26 organisations sociales, a remis ses statistiques pour la période du 28 avril au 7 mai. 379 manifestants seraient portés disparus jusqu'à cette date. Rien qu'à Cali, des organisations de défense des droits humains telles que les recherchés pour les trouver signalent 206 personnes disparues entre le 28 avril et le 20 mai. Des milliers de personnes ont été blessées par les actions de la police et d'autres forces répressives. Des dizaines de personnes ont perdu leurs yeux, mutilés par la police. Temblores a signalé 39 victimes de lésions oculaires au 20 mai. Des dizaines de défenseurs des droits de l'homme agressés. Au moins 21 femmes victimes de violences sexuelles commises par la police. On a seulement connaissance des cas qui ont pu être signalés. Rapport de l'Organisation de défense des droits de l'homme Temblores au 20 mai. Des milliers de personnes sont détenues en grande partie par des procédures arbitraires et soumises à la torture et à des traitements cruels et inhumains. 2905 cas de violences policières entre le 28 avril et le 20 mai. De même, la poursuite de l'extermination perpétrée par les forces répressives, officiers et para-officiers, contre les organisations sociales s'est poursuivie pendant la grève. Entre le 28 avril et le 18 mai, 9 leaders sociaux ont été assassinés et 2 anciens guerrilleros des FARC qui avaient participé à l'accord de paix et 2 anciens guerrilleros des FARC qui avaient participé à l'accord de paix. De plus, 9 personnes ont été massacrées par les forces répressives le 31 mai à Algeciras, Huila, dans une ferme appartenant à la famille d'un ex-guerrilleros des FARC. Un génocide planifié depuis les plus hautes sphères suit son cours. Donc voilà, c'est un très bon article. Je vous mettrai le lien, vous pouvez le retrouver. Et vous voyez à quel point c'est important ce qui se passe là-bas. Et c'est absolument incompréhensible le silence de nos médias, quoi. C'est hallucinant. Et moi, plus il y a du silence, plus je me dis que c'est important, en fait. Donc voilà, je me suis pas mal penchée sur tout ce qui arrive là-bas ces dernières semaines.
En suivant, je vais vous mettre une vidéo de reportage de vécu de Jules qui est sur place là-bas et qui fait vraiment du super boulot, parce que en plus c'est très dangereux d'être là-bas pour les journalistes, et donc vraiment bravo à lui, vraiment bravo quoi. Et donc oui, si vous pouvez le soutenir aussi, c'est important par rapport au travail qu'il fait. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo de vécu. Donc il montre comment s'organise la résistance là-bas, et vous allez voir que c'est hallucinant à quel point ce peuple maltraité garde une foi incroyable et comment dire, une gaieté et voilà, il y a une vie en eux, il y a vraiment, et ils s'expriment pas par la colère quoi. Et toutes les manifestations, ils ont fait d'immenses manifestations qui ont rassemblé mais des millions et des millions de personnes, des manifestations pacifiques, et ce sont des manifestations pacifiques malgré toute la répression horrible, abominable des forces du pouvoir là-bas. Ils continuent à manifester pacifiquement et avec une solidarité et une organisation incroyable. Donc voilà, c'est Jules le montre très bien dans son reportage. Depuis le 28 avril, la Colombie est sous tension permanente. Malgré l'annonce du retrait de la réforme fiscale, le peuple colombien continue d'occuper la rue. Pourquoi? Car un ras-le-bol général contre le gouvernement de Duque, la corruption et le narcotrafic s'est installé. Bienvenue à Santiago de Cali. C'est la 4e ville la plus grande du pays, avec un peu plus de 2 millions d'habitants. Le climat y est assez chaud car la ville se situe dans la partie sud du pays, à environ 30 minutes de vol de la capitale, Bogota. Cali est devenu l'épicentre de la révolte colombienne. Il y a déjà eu plusieurs dizaines de morts par arme à feu et des centaines de disparitions et d'innombrables blessés. Miren cómo dispara, miren cómo dispara, miren cómo dispara, miren cómo dispara, miren. ¿Estás viendo? Vea cómo disparan, vea cómo disparan. Siguen disparando a la policía, Ve a la gente. Está disparando a la gente. Vea a la gente. Están viendo, lo están viendo todos en vivo. Vea. Corran, protéjanse. Ahí ve un disparo ahí. Ese es un fusil, ¿verdad? Eso es fusil. Nous sommes venus vous présenter comment s'organise, ici, la résistance à Cali sur différents points de blocage. Je vous invite à partager cet épisode au maximum autour de vous. N'oubliez pas, si vous souhaitez me soutenir, mon lien Tipeee est dans la description de cette vidéo. Pour ce premier épisode, je suis allé au blocage de la Loma, discuter avec les manifestants et vous présenter ce lieu riche en diversité. Le point de blocage de la Loma, en français blocage de la colline, se situe proche du centre-ville, à l'est de la ville. Ma journée a commencé par une manifestation. Tous les mardis et vendredis en Colombie, c'est paro national, en français la grève nationale. Des défilés sont organisés dans tout le pays. À Cali, 2 manifestations ont convergé à la Loma pour ensuite rejoindre la place face au bureau de la Fiscalia, le bureau du procureur, et de la préfecture.
La marche se déroule dans le calme, les gens sont très festifs, il y a des discours, de la musique et plein de couleurs. Après avoir rejoint le point d'arrivée des manifestations, les bâtiments administratifs sont gardés par la police militaire et par l'armée. Une barricade est même dressée devant la préfecture. Officiellement, l'armée est déployée pour apaiser les tensions entre la police et les manifestants. Une fois le rassemblement terminé, par tradition, beaucoup de personnes retournent sur le point de blocage de la Loma. Ici, l'ambiance est vraiment haute en couleurs et j'en ai profité pour discuter avec plusieurs manifestants. J'ai d'abord rencontré Natalia qui a perdu un œil il y a 7 ans lors de la manifestation du 1er mai 2014. Elle avait alors à peine 15 ans. Mi nombre es Natalia Bernal, tengo 22 años. Hace aproximadamente 7 años estaba en las marchas del 1 de mayo del 2014. Fui violentada por un policía con armamento del ESMAD, en el cual perdí mi ojo izquierdo. A la actualización del caso es que yo gané el fallo, pero hasta el son de hoy en día no he recibido dinero, no he recibido excusas públicas, que fue lo que pactamos, ¿no? Porque ellos rechazaron otras peticiones que yo les pedí. Hace aproximadamente un año me dijeron que iban a hacer las excusas públicas, pero me pidieron que no fueran públicas, en lo cual yo me negué porque se supone que son públicas. Entonces, hace aproximadamente un mes dijeron que las iban a hacer, sino que el problema era que habían cambiado de comandante, que la agenda estaba muy llena, que tenían varias excusas públicas por hacer. Y bueno, y así me tuvieron un mes hasta ahora que pasó lo del paro. Entonces, la verdad, yo exijo justicia no solo por mí, sino por los miles de jóvenes que también han perdido sus ojos a causa del ESMAD y también sus vidas. Entonces, estoy aquí en el marco del paro, sigo en pie de lucha, trato de que por favor se haga justicia por cualquier medio que sea. Entonces, aquí seguimos. Lucho por los derechos de mi abuela, lucho por los derechos de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi hijo. Lucho por mis derechos, lucho por los derechos de todos los colombianos. Acerca del paro les diría que la prensa es muy mentirosa, la verdad. Y que la policía sí nos está matando, nos está masacrando. La verdad a mí me da miedo hacer este video así como tal, mostrando mi rostro, pero yo soy una ciudadana de bien, yo no soy ninguna vándala. Y la verdad la policía nos está masacrando. Y ya hay muchos jóvenes muertos y desaparecidos. Y no es justo que este gobierno nos esté haciendo esta clase de cosas. Après cet échange poignant avec Natalia, j'avais envie de vous parler d'un lieu unique en son genre. Ici, appelé un CAI, c'est une sorte de tout petit poste de police de quartier qui ici a été réaménagé en bibliothèque communautaire et en salon de tatouage improvisé. J'ai rencontré Alex, il souhaite rester anonyme pour diverses raisons. Il va nous raconter plus en détail l'histoire de cet espace hors du commun. Moi je fais partie d'un collectif, on a repris cet endroit qui était une sorte de poste de police, ici on l'appelle CAI. En espagnol, c'est Centre d'attention immédiate. Et en fait, lors des manifestations, je pense du 29 avril, il y a eu des débordements et ça se dit comme ça. Et puis, il y a des gens qui ont détruit le CAI, et les policiers, ils n'étaient pas là, je pense, j'étais pas là moi. Et donc, on est venu nous le 30 avril le soir et on s'est dit pourquoi pas faire une bibliothèque. D'ailleurs, il y avait des gens qui avaient tagué bibliothèque populaire, donc on a eu cette idée. On avait déjà vu qu'à Bogota ça a été fait, mais ça va pas durer, mais pas beaucoup quoi. Donc on est venu le lendemain, le 1er mai, fait du travail et on a ramené des bouquins. On a demandé aux gens de donner des bouquins, de partager, faire du troc. Et du coup, ça a bien marché. On a eu le support des gens de la communauté. Pas tout le monde, mais en gros, on a tout repeint. On a fait un lieu qui était un lieu de
où les policiers ils se posaient et parfois ils tabassaient des gens de la rue et qui faisaient rien pour empêcher des vols par exemple. On a fait un lieu de lecture, un lieu culturel, on fait des ateliers depuis, de lecture, des poésies, on a fait un cinéma plein air, on fait de la musique, de l'origami, enfin plein de trucs comme ça, parce qu'on croit que c'est ce dont on a besoin, parce qu'il faut changer plein de trucs, parce qu'on est pour les gens qui sont dans la rue, on est parmi ces gens qui sont dans la rue, on manifeste tout le temps, on est là depuis tous les jours, enfin on est là tous les jours depuis le début. Et du coup, par exemple, on fait les ollas comunitarias, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais où on mange tous ensemble, les gens de la primera ligne aussi. Du coup, on fait des activités avec eux, on essaye, c'est pas toujours facile, mais on essaye de s'intégrer, de faire une petite communauté, de faire un lieu culturel, et pour changer un peu tous ces imaginaires de vandales et des gens qui cassent, des casseurs, quoi. Parce qu'on n'est pas de casseurs, on a juste repris les lieux et proposé quelque chose d'autre. Ce point de blocage de la Loma est assez calme ces temps-ci. La police n'attaque pas tout le temps, donc l'ambiance y est assez festive, tout en restant sérieux dans la lutte. Ici, la journée s'achève en musique, danse et échange entre participants. Ce n'est pas le cas d'un autre blocage où un manifestant est mort ce même jour, car des gens à moto sont passés et ont tiré sur la foule. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour un nouvel épisode à Cali. On se quitte sur ces dernières images, ce qui vous laisse le temps de partager cette vidéo. Et si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas que mon lien de financement participatif est dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao! Igual gobiernan a beneficio o a su interés personal. Si me visto con corbata a robar, se me legal y así se vive en mi país. Aquí nunca pasa nada, todo el mundo está feliz. Seguimos en pie de lucha, radicando de raíz a este sistema esclavista que solo sabe oprimir. Sacas manda a reprimir a todos los manifestantes. No hay constitución que valga para estos narcotraficantes. Silenciaron a Garzón, a los 20.000 estudiantes, pero ni eso va a impedir que salgamos adelante. No, pues somos manifestantes. ¿Cómo? Pues somos manifestantes. Calilo Cumbia, manito. Ey, es la UEXI. Resistiendo aquí desde Portá y desde La Loma. Gracias, muchachos. El aplauso es para ustedes, muchachos. El aplauso es para ustedes. Somos la juventud. A todas y todas de la primera línea, a todas y todas que luchan en Cali, en Colombia, contra el gobierno corrupto de Duque. Estamos juntos, sois un ejemplo para el mundo entero. Gracias. Esa olla, esa mina y esa finca y ese bar, ese paramilitar son propiedad del señor Matanza y minero que lo llevan y se van, lo que mata, pa, pa, señor Matanza. A minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte. Ensuite, nous allons parler de la Colombie. Donc la Colombie, c'est important parce qu'on voit qu'il se passe des choses assez dramatiques là-bas, hein. La police tire à bout portant à balles réelles sur les manifestants. Je ne sais pas si vous avez pu voir, donc depuis fin avril, ça a commencé, hein, donc les manifestations qui étaient pacifiques, hein, autour du 26 avril. Donc nous, en France, on a eu les gilets jaunes qui ont commencé à manifester contre une augmentation du carburant, puis contre bien d'autres abus. Ils n'ont pas été assez soutenus. Macron a toute liberté à présent de détruire le pays, hein. En Colombie comme en France, les manifestations débutaient contre une réforme fiscale, hausse de la TVA, etc. Donc là, 20 morts et une centaine de blessés après, la réforme est retirée le 2 mai, mais semble n'être que l'arbre qui cache la forêt. En effet, les manifestants demandent la démission du président colombien Ivan Duque, je ne sais pas comment on dit. Donc dans la nuit du 3 mai, les massacres sont intensifiés, il y a eu des tirs à bout portant, des tensions arbitraires, on compte 40 morts, 89 disparus, 800 blessés, 10 agressions sexuelles. Dans la nuit du 4 au 5 mai, la capitale Bogota et Medellín ont subi un redoublement de violence de la police et de l'armée.
Cali, où la mobilisation et la répression sont les plus intenses, sont en état de siège. Voilà, donc alors pour la Colombie, donc je vais mettre le thème de la Colombie. Alors, voici le thème de la Colombie. Alors j'ai pas l'heure exacte, j'ai 1h à minuit, hein, c'est ce qui est marqué sur AstroThème, je n'ai pas trouvé ailleurs. Donc 20 juillet 1810, donc Soleil en Cancer, donc j'ai un ascendant Taureau là, mais on va se focaliser que sur les planètes. Donc Soleil en Cancer, un amant en Cancer. Bon, j'ai pas. Déjà, il y a un nœud sud en Bélier, donc un passé quand même karmique, assez guerrier, on peut dire entre guillemets. Alors, on va tout de suite les transits. Donc, je vais mettre ouais, au 4 mai. Alors, ce qui est intéressant de voir, voilà, Mars, encore une fois, on regarde direct Mars, hein, quand il y a des violences, tout ça. Mars fait un retour sur la conjonction Mercure, Lune Noire, Mars. Donc là, il y a une triple conjonction ici, la Mercure, Lune Noire, Mars. Donc le retour de Mars à Mars natal, hein, là, ça peut signifier quelque chose. Et en carré au nœud sud en Bélier. Donc on retrouve, un peu comme la France, hein, le nœud sud, donc un passé karmique, quelque chose de karmique, hein, du pays qui a lieu, hein, quelque chose de un peu, pas inévitable, mais oui, qui a besoin d'être épuré peut-être, une justice. Et en plus, bah, Mars, toujours pareil, maître du nœud sud, hein, donc ça renforce le problème. Donc c'est surtout dans cet aspect-là qu'on peut voir ces violences, hein, qui ont lieu. Alors forcément, j'ai mis la date du 4 mai, donc c'était un peu comme en France, il y a eu le début de l'influence planétaire, hein, 6 degrés, là, 7 degrés, 16 degrés Mars. Donc a priori, ça devrait continuer, hein, 16 degrés, donc on va dire pendant au moins un bon mois, l'attention, hein, parce que si on arrive au mois de juin, voilà, on arrive en fin Cancer, donc là ça se relâche, alors il y aura la conjonction Soleil, mais on n'aura plus le carré au nœud sud, donc ça, voilà, faut bien attendre, je pense, un bon mois pour peut-être que ces tensions redescendent, en tout cas 3 semaines, un mois, quoi. Donc bah voilà, surtout avec Mars, je dirais. Après, il y a aussi les tensions, on va dire, électriques. Donc ça, c'est l'opposition Uranus transit en Taureau opposé à leur Uranus natal en Scorpion, avec le carré forcément de Saturne dans le ciel. Donc là, on voit bien, c'est encore un peu comme la France, hein. Ça a un peu une similitude. Alors là, peut-être qu'eux, ils sont un peu en avance sur nous, parce qu'ils ont une opposition exacte. Donc c'est peut-être ce qu'il faudra s'attendre au niveau français, peut-être d'ici un an. C'est parce qu'eux, ils ont déjà l'opposition qui se forme de Uranus à Uranus natal au carré de Saturne, qui fait un peu les ruptures, hein, les contestations, le pouvoir en place, Saturne est un peu cassé, hein. Là, il y a une rupture qui se fait que le pouvoir en place. En plus, Uranus maîtrise Saturne toujours, hein, en Verseau. Uranus en Scorpion exalté, face à un Uranus en Taureau en chute, donc une opposition quand même assez forte, enfin un carré, un T carré, là, on peut dire assez fort. Et donc en France, forcément, on aura aussi un peu cet aspect-là. Alors, c'est pas une opposition Uranus, c'est un carré Uranus entre Uranus natal et Uranus transit. C'est Taureau-Lion en France. Mais ici, c'est opposé. Et là, comme le degré est à peu près exact, hein, 11 et 10 degrés, c'est pour ça que je dis qu'ils sont un peu en avance. Nous, c'est pas tout de suite, c'est à 15 degrés. Donc ça sera plutôt l'année prochaine. Mais voilà, on voit déjà que ça aussi, ça ressort, hein. Uranus, ça peut être des révolutions. Voilà, donc c'est souvent lié avec Mars, hein, Mars-Uranus, les accidents, les révolutions, les événements soudains qui peuvent nous arriver, même si ça couvait déjà peut-être depuis un moment, hein. Alors on peut voir d'autres aspects aussi qui sont intéressants. On a le nœud sud qui passe sur Saturne-Neptune, la conjonction Saturne-Neptune. Alors quand le nœud lunaire, que ce soit nord ou sud, passe sur un point, sur des planètes du thème natal, bah, il y a une réaction karmique, encore une fois, qui a lieu, quoi. Alors là, c'est en rapport avec le pouvoir, on retrouve Saturne, et peut-être les idéaux du pouvoir. Alors je sais pas, c'est pas communiste là-bas, mais Saturne-Neptune, c'est un peu l'aspect du communisme, hein, dans la tradition astrologique. Donc voilà, c'est tout ce pouvoir qui est remis en question. Il est cassé, il est remis en question, en plus en maison 8, les crises. Alors si c'est l'heure exacte, bien sûr. Et Pluton, bah, il transitait la 10, donc la transformation peut-être au pouvoir de l'État en question qui commence à se faire. Si encore une fois, les maisons sont bonnes, mais là on n'a pas de certitude. Là, c'est vraiment des théories, on va dire.
Donc surtout retenir l'aspect, donc je dirais Saturne, Uranus et le Mars forcément avec les tensions actuelles. Voilà, je dirais surtout ça comme aspect qui ressort. Donc voilà, donc alors au niveau violence pure, bon bah avec Mars forcément, je vais dire un mois. Après ça reste quand même peut-être dans le pays en tension pendant encore quelques temps, hein, une bonne année, hein, avec cette espèce de carré bien parti presque, hein, presque au degré près, alors pas tout à fait, mais voilà, ils sont quand même proches, entre 10 et 13 là. Donc voilà ce que je peux dire pour la Colombie. Ensuite.